Bien, donc rebonjour. Ravi de vous revoir pour cet après-midi de la journée d'études consacrée aux archives à critique d'art. Ce matin, on a déjà commencé un petit peu à parler à travers l'axe Paris-New York, de la dimension internationale de ces archives. Et donc, on va vraiment maintenant rentrer dans le vif de ce sujet-là avec une première communication d'Elvan Zabunian, que je suis très heureuse d'accueillir ici. Donc, Elvan Zabunian est historienne de l'art contemporain, professeure à l'université Rennes 2 et critique d'art. Elle mène des recherches plus particulièrement sur l'art nord-américain depuis les années 60 et notamment le tournant des années 70. Elle s'intéresse beaucoup aux questions raciales, questions féministes. Elle travaille depuis le début des années 90 sur les problématiques issues des cultural studies, des théories postcoloniales, des études de genre. Elle a publié de nombreux textes en rapport avec ces questions. Je citerai deux ouvrages très importants qui ont vraiment fait date. Black as a Color, une histoire de l'art africain-américain contemporain, paru aux éditions d'Ivoire en 2004. Et Teresa Hak Kyung Cha, Berkeley 1968, paru aux Presses du Réel en 2013, qui était la première monographie consacrée à cette artiste coréenne-américaine. Comme j'ai mentionné aussi ce matin, Elvan Zabunian a co-dirigé avec Nathalie Boulouche et Yannick Begok l'ouvrage « La performance entre archives et pratiques contemporaines ». Et elle est également membre du comité de lecture de la revue Critique d'art. Voilà, et donc sa communication s'intitule « Regard sur le monde et mémoire au présent ». La collection des périodiques internationaux aux archives de la critique d'art. Et maintenant, on éteint la lumière. Voilà, c'est bien. Oui, non, c'est bien comme ça. Non, c'est mieux d'avoir la lumière. On n'a jamais la lumière du jour en histoire de l'art. Alors ça, c'est toujours le grand. Donc merci beaucoup de votre présence. J'aimerais également remercier très vivement Larissa Driansky et Zaya Ramani, les organisatrices de ce moment, et dire le plaisir qui est le mien de participer à cette journée d'études portant sur un lieu de ressources à la fois si familier pour une enseignante-chercheuse de l'université Rennes 2 et dans le même temps si étranger et si dense au regard des dizaines de milliers de documents qui y sont archivés. C'est au sein de cet équilibre que j'ai cherché à m'interroger sur ce qui faisait des archives de la critique d'art un espace où histoire et actualité sans cesse se rencontrent. C'est la raison pour laquelle, et dans une volonté de toucher à ce qui à la fois ferait la spécificité de tout centre de recherche documentaire, que j'ai voulu m'attarder, le temps de cette présentation, sur la collection des périodiques, mais pas de façon exhaustive, préférant me concentrer plus spécifiquement sur ceux qui pourraient être définis comme, entre guillemets, internationaux. On pourrait se demander en quoi cette collection de périodiques diffère de celle d'autres bibliothèques. On pourrait répondre qu'elle ne diffère pas, mais qu'elle occupe une place intéressante dans la façon dont elle s'est constituée, c'est-à-dire conjointement avec l'augmentation régulière et impressionnante des collections des fonds d'archives de critique d'art d'abord, mais aussi de galeries, de centres d'art ou de lieux d'exposition. Il y a une coexistence spatiale et temporelle entre les périodiques dont la spécificité est la périodicité, et les ouvrages, boîtes d'archives, qui constituent une accumulation de mémoire à la fois atemporelle et marquée par l'historicité de ce qu'elles représentent dans leur fonction symbolique. J'aurais pu infléchir tout mon propos de cet après-midi sur la question terminologique, tellement chacun des mots utilisés de façon usuelle ouvrait des champs de questionnement inattendus. Ces derniers sont nés dès mon premier contact avec Emmanuel Rossignol dans la phase préparatoire de cette présentation, qui, en tant que responsable des ressources documentaires, a été d'une grande aide, et je la remercie beaucoup, car c'est grâce à notre échange des dernières semaines que j'ai pu réunir mes idées. Par ces questions, elle orientait ma recherche, et celle qu'elle m'apportait me permettait de comprendre comment je voulais embrasser ce sujet. La parenthèse, les images qui apparaissent sur l'écran sont des images qui ont été prises par Maëlys Moreau, qui est une étudiante qui vient de rejoindre le Master des métiers d'exposition, où nous travaillerons cette année sur Ben Kinmont, qui est un des artistes majeurs, justement, et a interrogé cette question des archives dans le contexte de l'art contemporain américain et européen. Et comme je n'étais pas en mesure de me rendre à Rennes ces dernières semaines, c'est Maëlys Moreau, qui était stagiaire aux archives, qui a pris ces photographies, et donc je l'en remercie. Donc une des premières questions
que m'a posée Emmanuelle Rossignol, c'était « Qu'entends-tu par revue internationale ?» J'aimerais avoir ta définition d'une revue internationale. Est-ce une revue qui fait référence, même si elle n'est pas traduite en anglais, comme les cahiers du MNAM par exemple? Le terme de revue n'est pas celui que j'utilise habituellement car il est pour moi, je ne sais pas pourquoi, toujours associé à l'idée du spectacle que l'on a dans le terme anglais de review. Cela me renvoie donc à une approche qui tendrait à être plus superficielle. Évidemment, comme si revue ne pouvait avoir le même caractère théorique ou critique que périodique. Évidemment, c'est un jugement tout à fait personnel et inexact, et je retenais surtout de la question cette notion de référence. Quoi qu'il en soit, la réponse que j'apportais à Emmanuelle était la suivante. J'entends par international toute revue qui n'est pas publiée en France. Là aussi, l'idée pouvait sembler hâtive. N'étais-je pas ici prisonnière de cette dichotomie que j'essaye pourtant depuis toujours de contrer en cherchant à décloisonner les espaces qui seraient définis par leur appartenance à un ici et à un ailleurs, à un centre et à des périphéries? Mon idée n'était-elle pas plutôt de souligner une fonction de la revue d'art qui permette de déplacer les espaces critiques grâce aux articles, aux recensions, aux entretiens? Et c'est à partir de là qu'en étudiant la liste des revues internationales, donc de la collection des archives, j'ai pu saisir une autre donnée à ajouter à cette ébauche de définition. Quasiment toutes les revues internationales conservées aux archives de la critique d'art ont comme langue majeure l'anglais, et elles sont presque toutes publiées dans une ville occidentale, New York ou Londres, pour ne pas les citer, même lorsqu'elles consacrent leurs pages à des expositions et à des artistes extra-occidentaux. Et j'évoque ici Inca ou Bidoun ou encore Third Text. Dans mon échange avec Emmanuelle Rossignol, ce qui a aussi été précieux est ce qu'elle m'a rappelé de la façon dont les collections sont constituées. Nous avions eu aussi ce rappel ce matin et elle me dit « Je voulais te préciser comment les revues arrivent aux archives de la critique d'art et comment se constituent les collections, par la réunion de multiples petits ruisseaux. » J'ai beaucoup aimé ce terme de petits ruisseaux. Effectivement, les collections de revues sont constituées, me dit-elle, par les bibliothèques des fonds d'archives, d'auteurs, de galeries, de centres d'art, les fonds d'auteurs, les différents dons faits à la bibliothèque, les échanges avec la revue Critique d'art, les envois gratuits et enfin les abonnements. Quand elle évoque la façon dont s'est constituée la collection, Emmanuelle Rossignol parle aussi des repérages au gré des lectures, des critiques d'art qui font connaître les revues dans lesquelles ils écrivent. Elle conclut en disant « C'est une sorte de broderie qui se fait au fur et à mesure. » J'insiste à nouveau sur les mots utilisés et les métaphores qu'elles produisent, car les multiples petits ruisseaux ou la broderie renvoient à des images où l'on comprend le travail de recherche rhizomique quand il s'agit d'embrasser la notion d'archive. Surtout lorsque ces dernières s'avèrent s'inscrire dans un espace presque tautologique, où l'objet de recherche fusionne avec l'objet qui permet à cette recherche d'exister. Toutefois, afin de rester près des mots qui deviennent les outils les plus fidèles et pour tester le caractère critique d'une analyse, et aussi pour faire référence à Jacques Derrida, l'un des grands penseurs de l'archive, qui a déjà été évoqué 2 fois ce matin par Jean-Marc Poinceau, qui a cité l'adaptation curatoriale du mal d'archives Archive Fever par Okwui Enwezor en 2008, et par Nathalie Boulouche, qui a fait référence à Derrida dans le texte en reprenant une phrase du mal d'archives. Je citerai quelques-unes de ces paroles. Alors j'avance parce que je l'ai mis sur l'écran, mais je reviendrai après, en vous lisant cet extrait. Alors je reviendrai après parce que j'ai mis l'extrait, parce qu'il est assez long, mais je voulais vous montrer, je n'ai pas été assez rapide. J'espère que vous voyez quelque chose. Il n'y a pas d'archives sans destruction. On choisit, on ne peut pas tout garder. Donc je cite Derrida. Là où on garderait tout, il n'y aurait pas d'archives. L'archive commence par la sélection, et cette sélection est une violence. Il n'y a pas d'archives sans violence. Cette violence n'est pas simplement politique, au sens où elle attendrait qu'il y ait un État désignant des fonctionnaires qui ont compétences reconnues. Non, cette archivation a lieu déjà dans l'inconscient, dans une seule personne. Il y a ce que la mémoire, ce que l'économie de la mémoire garde ou ne garde pas, détruit ou ne détruit pas, refoule d'une manière ou d'une autre.
Il y a donc constitution d'archives mnésiques là où il y a économie, sélection des traces, interprétation, remémoration. Donc l'archive commence là où la trace s'organise, se sélectionne, ce qui suppose que la trace est toujours finie. La trace est finie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une trace, ça peut toujours s'effacer, ça appartient à sa structure, ça peut se perdre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut les garder, parce qu'elles peuvent se perdre. Il appartient à la trace de pouvoir s'effacer, se perdre, s'oublier, se détruire. C'est sa finitude. Et c'est parce qu'il appartient à la trace d'être finie qu'il y a de l'archive. C'est-à-dire qu'on fait des efforts pour sélectionner, pour garder, pour détruire telles archives ou laisser mourir telles traces, pour laisser disparaître telles traces et garder telles autres, parce qu'on sait que les traces sont finies. Et une archive est toujours finie, toujours destructible. Quels que soient les progrès qu'on peut faire dans le stockage et la conservation des archives, nous savons qu'il appartient à toute archive de pouvoir être détruite. Il n'y a pas d'archive indestructible, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Et donc l'archivation est un travail fait pour organiser la survie relative le plus longtemps possible dans des conditions politiques et juridiques données de certaines traces choisies à dessein. Il y a toujours du dessein, de l'évaluation. Autrement dit, les archivistes les mieux intentionnés, les plus libéraux ou les plus généreux évaluent ce qui mérite d'être gardé. Qu'ils se trompent ou non, peu importe, ils évaluent toujours. C'est cette évaluation des traces avec autorité et compétence, avec une autorité et une compétence supposée, qui distingue l'archive de la trace. Cette citation très longue que je me permets de citer, cet extrait très long que je me permets de citer, a été prononcé en fait par Jacques Derrida le 25 juin 2002 dans le cadre du collège iconique et n'a donc pas pu faire il ne pouvait pas faire l'expérience à ce moment, ni au moment de sa mort d'ailleurs le 8 octobre 2004, de toutes les transformations propres à l'archivage virtuel de type iCloud que l'on a aujourd'hui, mais il est évident que c'est une approche philosophique extrêmement attentive qu'il propose à travers l'élaboration de cette pensée sur l'archive et la trace. Une approche critique de l'archive qui permet de saisir entre les lignes ce que destruction et conservation signifient lorsqu'il s'agit de constituer une mémoire et d'en écrire une histoire. J'ai dit plus haut rapidement quelques mots sur ce que j'entendais par international lorsque le terme est associé à revue. Cela m'intéresse en particulier ici, car le sens véhiculé va dans la continuité du ruisseau et de la broderie. Créer un lien avec la cartographie qui serait, dès lors, l'allégorie pour penser un état des lieux critique, un état des lieux de la critique. Le déplacement est intrinsèque au support revu, mais celles sur lesquelles j'ai souhaité me concentrer interrogent chacune à leur manière la notion de diversité culturelle en étudiant, relatant, proposant des possibilités de penser les croisements entre les positions critiques, d'analyser comment et pourquoi un article ou une recension permet de saisir le pouls d'une situation artistique dans un contexte donné et ouvre le débat vers des perspectives théoriques et historiques renouvelées. Dans le même temps, au sein de cette tautologie évoquée se dresse un paradoxe de taille si l'on veut évoquer cette notion de diversité. Et d'ailleurs, pour éviter de trop coller aux définitions que l'on appose à ce terme dans le vocabulaire sociopolitique français, je parlerai plutôt de différence, voire de différence, pour encore une fois citer Derrida avec un A, puisque cette idée de différence serait quelque chose qui serait différé. Et cette idée, effectivement, de dessin qu'il propose va dans ce sens de différence. Et en renvoyant une nouvelle fois à Derrida et à son écriture, à son ouvrage notamment L'écriture et la différence, on peut comprendre, qui date de 67, on peut comprendre qu'il y a dans son espace critique un outil extrêmement important pour lui qui est celui effectivement du langage. Quand on pense à la critique, à l'écriture d'un espace critique, et quand on pense à la revue, c'est effectivement par ce biais que le langage se déploie. Et Derrida va dire, je le cite, il évoque effectivement la question du signe et le signe du temps. Et il va dire, surtout quand cette question historique en un sens insolite s'approche d'un point où la nature simplement significative du langage paraît bien incertaine, partielle ou inessentielle. Et il dit, un peu plus loin, toujours
avec l'aval du structuralisme dans lequel il est effectivement à cette période, il va évoquer notamment la façon dont, pour lui, cette question du langage, et je le cite encore une fois, va être l'origine de l'histoire. Et il dit « l'historicité elle-même », le langage comme origine de l'histoire par l'historicité elle-même. C'est aussi, devant la possibilité de la parole et toujours déjà en elle, la répétition enfin avouée, enfin étendue aux dimensions de la culture mondiale, d'une surprise sans commune mesure, avec aucune autre, et dont s'ébranla ce qu'on appelle la pensée occidentale, cette pensée dont la destinée consiste à étendre son règne à mesure que l'Occident replie le sien. Juste une petite parenthèse avant de poursuivre, pour reprendre ce qu'évoque effectivement Derrida avec cette réception très subjective, les différentes images, et notamment volontairement j'ai aussi inscrit des captures d'écran de ce site en fait, qui permet de recenser toutes les revues internationales que l'on peut trouver en ligne, et donc j'avance après. Toutes ces images sont des images de revues qui sont conservées aux archives de la critique d'art. Et effectivement, j'ai aussi, donc, à part celle-ci qui est publiée en Jamaïque mais en anglais, c'est la seule qui n'est pas publiée dans le contexte occidental. Et par rapport à cette question, effectivement, ce qui était pour moi important, la réception subjective des questions que pose Derrida interroge le déplacement à la fois sémantique et géographique de l'usage du langage, de la critique et des mots. On remarque la récurrence de sa référence au contexte, à la tendance, à une prise en main de l'espace intellectuel occidental au sein d'une contradiction qui maintient son hégémonie tout en reculant sur le terrain. Et on comprend ce dernier point dans son lien à l'histoire coloniale et notamment aux luttes d'indépendance sur le continent africain. La revue d'art peut alors devenir cet espace de diffusion critique où, oscillant entre espace privé et espace public, elle chevauche à chaque étape la question du déplacement culturel, transnational, international, cosmopolite, et effleure à chaque parution la question de la frontière, qui est celle que je souhaitais en particulier interroger aujourd'hui, une frontière à saisir dans son sens réel et dans son sens artistique, en juxtaposant simplement des périodiques tant par leur couverture que par leur contenu. Et Derrida, on s'aperçoit que dès 1967, évoque cette réflexion universelle qui recevrait, dit-il, aujourd'hui un formidable mouvement d'une inquiétude sur le langage, mais aussi l'étendue aux dimensions de la culture mondiale de ce que l'on appelle, dit-il, pensée occidentale. La discussion qui peut être générée à partir de ces données conceptuelles, mais néanmoins ancrée dans un contexte historique particulièrement déterminé et déterminant, cherche à s'appuyer sur d'une part la temporalité, la mémoire au présent que j'évoque dans le titre, d'autre part le regard pluriel sur le monde. Une phrase de Jeff Wall, rencontrée il y a 25 ans et relatant son apprentissage intellectuel en tant que natif de Vancouver, ville considérée comme une province américaine et une contrée éloignée, m'avait marqué. Il était certain, selon lui, que si les artistes de Vancouver, et il faisait référence à lui-même, mais aussi à Rodney Graham ou à Ken Lom, avaient choisi le médium de la photographie, c'était aussi sûrement car une grande partie de leur éducation artistique et visuelle s'était faite par et grâce aux revues spécialisées. La circulation des images via les périodiques palliait à l'impossibilité de découvrir les œuvres en vrai, de se déplacer pour visiter les collections des musées ou les expositions. C'est aussi cet aspect-là de la revue internationale qui m'intéresse particulièrement dans la construction d'un espace critique pour l'art et la possibilité par la même occasion de faire se confronter le passé au présent dans l'attente du futur. De saisir aussi l'occasion d'écrire l'histoire par l'archive, rivée à l'actualité de ce qu'elle représente et de ce qu'elle a été comme document inscrit dans la réalité avant de prendre la fonction d'archive. Les différents exemples que j'ai cités, donc ça c'est un Art Forum qui date de mai 1997 et donc qui résonne, c'est un Art Forum qui est avant la Documenta de Catherine David.
Et on y trouve, donc en 97, dans le sommaire, un texte de Homi Bhabha sur l'hybridité. Et on va avoir, ce qui m'a toujours beaucoup intéressé dans les sommaires des revues, c'est comment est-ce qu'effectivement les croisements s'opèrent. On va avoir des événements majeurs de la scène internationale de l'art contemporain, et dans le même temps, des possibilités de réfléchir à la façon dont certains artistes vont faire corps avec une pensée critique. Exprès, effectivement, Steve McQueen et Thomas Strud chez Marianne Goodman, 97, on sait ce que Steve McQueen est devenu aujourd'hui. Mais il va y avoir aussi, et ça c'est un numéro de Frieze, on va aussi avoir des références à des biennales qui se passent dans différentes périodes de parties du monde. Et donc cette question, effectivement, comment est-ce qu'on peut écrire l'histoire par l'archive quand elle est rivée à l'actualité et ce qu'elle représente en tant qu'archive, dans la fonction d'archive, on la retrouve, et Nathalie ce matin citait effectivement le mal d'archive, mais cette question que Derrida va s'approprier en évoquant la pulsion d'archive. Et il dit c'est un mouvement, je le cite, irrésistible pour non seulement garder les traces, mais pour maîtriser les traces, les interpréter, pour leur donner du sens, et pour préférer telle trace à une autre, en écho évidemment avec la citation et l'extrait que je citais tout à l'heure. Et dans le même temps, une phrase qui retient mon attention ici, il dit « L'archive, comme je le dis quelque part, ce n'est pas une question de passé, c'est une question d'avenir. L'archive ne traite pas du passé, elle traite l'avenir. » En interrogeant les questions plus actuelles portant sur les pratiques artistiques et théoriques liées au monde intellectuel, dans une perspective par exemple postcoloniale, on peut saisir la fonction des revues lorsqu'elles deviennent le relais de la pensée contemporaine. Un forum d'échange aux riches possibilités épistémologiques telles que ça a pu aussi être souligné ce matin. Ainsi, pour prendre un exemple, lorsque Stuart Hall expose son point de vue sur l'archive dans le numéro 54 de Third Text du printemps 2001, son article s'intitule « Constituting an Archive », que vous avez sur j'ai juste scanné le titre. Il commence en soulignant que chaque archive a une préhistoire, dans le sens, dit-il, de conditions d'existence antérieures. Pour lui, constituer une archive représente un moment significatif auquel il faut faire référence avec soin, de façon à pouvoir s'y appuyer en tant qu'objet de réflexion et de débat. En interrogeant ce que pourrait être une archive de la diaspora, il arrime son point de vue à une analyse de la démocratie, de la globalisation et de la différence. Il ouvre l'espace de discussion à une approche plurielle de la notion de démocratie, de laquelle émerge le discours sur l'altérité. Dans une volonté de construction uniforme et globalisante du monde, les failles qui apparaissent émanent paradoxalement à la fois de ceux qui revendiquent un État-nation et de ceux qui arrivent à construire des réponses critiques vis-à-vis de ce processus unilatéral d'instrumentalisation économique et culturelle. Au moment où cette dernière s'impose dans le monde à l'issue du conflit de 1939-1945, ce même monde se déploie dans les guerres de décolonisation. C'est donc au sein de perturbations politiques importantes, aux conséquences douloureuses, que la notion de démocratie tente d'exister, et ce que Stuart Hall cherche à nous montrer. Dès le début des années 90, la position de penseurs, historiens d'art, critiques d'art, philosophes ou d'artistes permet le plus souvent de comprendre comment une problématique complexe aux orientations multiples mène à des conclusions plutôt contradictoires. Les nombreux déplacements géographiques, conséquences de la colonisation et ou de l'immigration, sont pris en compte comme paramètres essentiels dans les manifestations artistiques suscitées par les commissaires originaires de Cuba, de Chine, de Corée, d'Espagne, des États-Unis ou d'Afrique du Sud, pour ne citer que ces pays. Ce sont eux qui réfléchissent au terme de globalisation culturelle en explorant de façon critique les limites du nationalisme, quelles qu'en soient les formes, et effectivement, toujours à la même période, dans cette idée de souligner la nécessité d'un décentrement, de nombreuses interrogations sont soulevées sur les notions d'identité et de différence, ainsi que sur les formes d'inclusion et d'exclusion, de majorité et de minorité, opérant dans le champ des pratiques sociales et artistiques. Les artistes et les critiques d'art ayant intégré au sein de leur domaine de création et de réflexion
ces courants contemporains, ayant participé à l'élaboration de cette histoire, font que leur contribution au périodique qu'il est possible de déchiffrer ouvre à la circulation de leurs idées. Tenter d'établir une lecture comparative des différentes approches critiques proposées par la revue d'art, s'engageant dans des formes inédites et déployées, transforment dans le même temps la méthodologie même de la recherche et font que les enjeux scientifiques participent ici à une mise en valeur de l'histoire de l'art en embrassant des notions qui n'ont encore jamais été articulées entre elles de façon exhaustive au sein de la discipline. Au sein de ces hypothèses, une étude critique des recensions sur l'engagement des artistes, critiques, historiens de l'art et commissaires d'exposition au sein d'échanges culturels transnationaux permettrait de lire des événements politiques, économiques, sociaux et culturels dans le monde tels qu'ils ont été repris et analysés par les périodiques. Cette micro-histoire permettrait dès lors d'analyser les relations que les acteurs de l'art contemporain comme autant de repères qui révèlent à travers cette chronologie la façon dont les œuvres et les écrits deviennent eux aussi les baromètres de leur époque. On aurait ainsi d'une part une réflexion sur les questions politiques, économiques, sociales, philosophiques comme autant de paramètres de renouvellement critique de l'histoire de l'art, d'autre part un lien comparatif pouvant s'établir conjointement entre histoire culturelle et histoire de l'art dans un contexte où l'art contemporain devient le miroir esthétique et politique de l'actualité. Je terminerai en convoquant encore une fois cette notion de déplacement culturel à l'origine de l'idée qui a motivé cette présentation, et en particulier à partir de l'image véhiculée par la frontière et son dépassement. La question effectivement de l'interprétation, de la lecture des différents processus qui déterminent les modalités artistiques de la création, définies comme avant-garde, permettrait par exemple de comprendre ce que dit Griselda Pollock lorsqu'elle écrit « L'approche alternative n'est pas de traiter l'œuvre d'art comme un objet, mais de considérer l'art comme une pratique ». Cette question d'interprétation, elle va de pair effectivement avec cette image sur laquelle je souhaiterais conclure par l'idée effectivement de frontière et de son dépassement. Sur l'écran, vous avez le numéro spécial sur la frontière, Borders, de Parachute, le numéro 120, qui date de l'automne 2005. Quelques jours avant l'annonce de la mort de Chantal Akerman le 5 octobre, j'avais reproduit dans le numéro donc, de la revue consacré aux frontières l'article de Kaira Marie Cabagnas intitulé « Là où la carte découpe, le récit traverse de l'autre côté de Chantal Akerman ». Chez Chantal Akerman, tout son travail consiste à créer des espaces à habiter. Habiter l'espace d'un appartement, habiter l'espace mental, habiter l'image, habiter la page, habiter le territoire et en partir, se déplacer. Les installations qu'elle crée dès 1993 font basculer son dest vers l'espace d'exposition du Jeu de Paume, comme de l'autre côté prend place dans le cadre de la Documenta à Cassel en 2002. Le déplacement sémantique existe déjà avec les titres et en particulier le dernier No Home Movie de 2015, réalisé 38 ans après News from Home, comme si le No Home, qui montre les derniers moments de sa mère, tendait à souligner l'absence de place à habiter, en écho aux millions de réfugiés sur les routes et sur les mers, violent exode du XXIe siècle que Michel Foucault prédisait en 1979 dans un entretien pour une revue japonaise quand il évoquait les boat people amenant les Vietnamiens vers l'Europe, exil du présent en écho à ceux du siècle passé. La lecture des revues, aussi fragmentée soit-elle, permet de produire une immersion dans l'espace critique mondialisé. On pourrait saisir pour cela cette voie, et je cite, de la lecture intérieure que mentionne Marguerite Duras dans son livre Outside en 1984. L'écriture de l'histoire de l'art passe par une étude approfondie de ces moments qui ne découlent pas toujours de façon aisée les uns des autres. Ce qui m'intéresse en particulier est la généalogie de ces micro-événements qui se révèlent par strates et composent le squelette de la pensée critique contemporaine. Voici quelques pensées et hypothèses que je voulais partager avec vous dans le cadre de cette journée consacrée aux archives de la critique d'art, en affirmant l'importance de ces regards sur le monde qui fondent une mémoire au présent, même dans la désorientation, même dans la disparition. Je vous remercie de votre